bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série À voir. Le film d'aujourd'hui s'appelle Skyfall, et oui, on continue notre fameuse rétrospective des James Bond avec l'international Daniel Craig, désormais connu surtout pour son rôle de James Bond. Donc, on continue notre petite histoire. Si vous avez écouté ma petite review sur Quantum of Solace, vous savez que Quantum of Solace a été un film très compliqué, que la production a pris un gros coup dans les dents avec la grève des scénaristes durant quasiment 5 mois, ce qui pour Hollywood équivaut à des millions et des millions et des milliards de dollars de perdus. Et après avoir donc perdu face aux scénaristes, ils ont dû finir un peu certains films en catastrophe. Ça a été le cas de Quantum of Solace, qui s'est donc réalisé sans script. Conscient, je l'ai peut-être pas dit dans la review sur Quantum of Solace, mais la production était consciente que le film allait être forcément, avait de très très grandes chances d'être bancal, avoir des gros défauts, dus à l'absence de script. Et de facto, même s'ils ont essayé de faire passer un petit peu la pommade en mettant un maximum de scènes d'action et en poussant Mark Forster à faire un film le plus nerveux et avec le plus de scènes spectaculaires possible, ils avaient conscience que le film allait être au bas mot moyen, voire pas bon, voire très 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 mauvais dans le pire des cas. Et donc ils avaient clairement dès ce moment-là pris la décision de mettre les petits plats dans les grands pour le James Bond suivant, et donc de ne pas confier ça à un réalisateur, on va dire, moins confirmé que la moyenne, mais de prendre un risque qu'ils n'avaient pas fait depuis longtemps. Je crois que dans la série James Bond, c'était la première fois, de prendre un réalisateur oscarisé, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr en fait, je dis peut-être des bêtises, je crois que Sam Mendes a eu un Oscar pour American Beauty, je crois, bon bref. En tout cas, de prendre un réalisateur très confirmé, avec un univers très à lui, pour le mettre dans l'univers des James Bond, ce qui était un risque très fort, puisque les James Bond sont connus par définition pour être extrêmement carrés, avoir une définition précise de ce qui est attendu, et d'être plus ou moins des gros, très gros films de commande, parce qu'ils fonctionnent très bien. Mais ça reste des films de commande, c'est-à-dire qu'il y avait des archétypes comme ça qu'on n'arrivait pas à casser, jusqu'à Casino Royale. Et donc, avec l'échec quasi prévu de Quantum of Solace, ils ont choisi de tirer encore la corde et d'aller un peu plus loin, en faisant venir un réalisateur avec un univers très fort, Sam Mendes. Sam Mendes, il est connu, hein, je pense que vous le connaissez, donc comme je viens de le dire, American Beauty, Jarhead, Les Noces Rebelles, Les Sentiers de la Perdition, voilà, si vous n'avez jamais vu Les Noces Rebelles par exemple, c'est exceptionnel, quoi. Il faut voir ce film, c'est vraiment excellent. Un excellent réalisateur, capable de naviguer dans des univers très différents avec beaucoup de talent, et de proposer donc une lecture forcément beaucoup plus originale de James Bond. Et ben, je peux dire qu'on n'a pas été déçu quelque part, parce qu'il a fait beaucoup de grands films, c'est un grand cinéaste. Le savoir sur James Bond, bah, ça avait mis une grosse hype à tout le monde, moi y compris, et franchement, j'ai pas été déçu, parce que dès le début, le film est percutant, et en même temps, il gagne d'un seul coup en élégance, chose qu'on trouvait moins, je pense, dans le Casino Royale de Martin Campbell, même s'il y avait de très belles séquences, très élégantes aussi, mais on le sent beaucoup plus dans la continuité des séquences chez Sam Mendes. Il y a une maîtrise de ce fin équilibre entre action et élégance de James Bond qui fonctionne vraiment très bien, tout de suite, hein, d'ailleurs, dans celui-là. Mais ça suffit pas pour parler de Skyfall, de parler de Sam Mendes. Il y a aussi l'arrivée au scénario de John Logan, en lieu et place du gréviste Paul Haggis, hein, parce que je pense que c'est ça qui fait que Paul Haggis n'a pas été relancé après. On lui a fait plus ou moins porter le chapeau de l'échec du film, par l'échec critique notamment du film, par le fait qu'il est complètement soutenu la grève des scénaristes, qui était, je trouve, logique de sa part, mais en tout cas, on l'a pas revu sur les James Bond suivants, alors que clairement, à part Casino Royale, il semblait évident qu'il y avait une trilogie où il allait être le scénariste au minimum. Or, il est plus là, il est remplacé par John Logan. John Logan au scénario, bah, c'est quand même un mec avec un joli pédigré, quoi. Il a fait des trucs moins intéressants, mais c'est quand même lui le scénariste de L'Enfer du Dimanche, de Gladiator, de Aviator, de Sweeney Todd, entre autres, donc des films très différents, des univers très différents, hein. Oliver Stone 2 fois, Ridley Scott, Martin Scorsese quand même, et puis Scorsese, hein, je vais pas faire mon cake, et puis même le d'après, je l'ai pas vu Sweeney Todd, mais le meilleur Tim Burton de ces 15 dernières années, Sweeney Todd. Donc c'était lui au scénario de tous ces films-là, donc bah, c'est du lourd, c'est un mec qui sait bosser. Mais je pense qu'il fallait au minimum ça pour pouvoir suivre le taf de la qualité d'écriture qu'avait proposé Haggis. Je rappelle que les deux autres scénaristes qui sont sur toute la série des James Bond depuis
Die Another Day, Purvis et Wade sont quelque part plus anecdotiques, puisque ce sont plus des scénaristes qui quelque part travaillent sur cette série et quasiment sur rien d'autre. Donc voilà, j'imagine qu'ils sont là pour conserver une certaine forme d'identité à la série, pour faire en sorte que ce soit toujours James Bond et pas complètement n'importe quoi ou autre chose. Mais je peux vraiment pas du coup les mettre sur le pan de ce qui est original dans cette nouvelle série. À mon avis, ça ne vient pas d'eux. Je me trompe peut-être, hein, vous pouvez me détromper si vous connaissez mieux le dossier, mais je ne pense pas. Du coup, je pense que John Logan est arrivé, et il a vraiment proposé quelque chose de très intéressant dans sa lecture et dans sa vision de James Bond. Donc avec ce couple, Mendes et Logan, eh ben franchement ça a fait des étincelles ce Skyfall. Mais je vais commencer par le début, le pitch. Alors qu'il poursuit un tueur pour récupérer une liste contenant des noms d'agents et leur couverture, Bond est touché mortellement par une balle de sa coéquipière de mission. Se faisant passer pour mort, il s'ennuie vite et trouve l'occasion parfaite de revenir. Le siège du MI6 et plus précisément le bureau de M a été victime d'un attentat à la bombe. Je vais pas plus loin, je vais spoiler pas mal pendant cette review, vous le savez, hein, je spoil dans cette review là, je pense que c'est plus simple, c'est des films qui sont sortis il y a un moment. Je vais essayer de spoiler un peu moins pour Spectre, je pense, quoique, on verra. Dès le début donc du film, lors de la poursuite de l'espion où donc James Bond se fait tirer dessus, les codes de Casino Royale sont présents, hein. James Bond est agressif, notamment envers M, il est impulsif, il est barbare, on le voit à un moment donné défoncer un train au tractopelle, c'est une scène complètement folle. Enfin, pas complètement folle, mais complètement absurde d'une certaine manière. On retrouve vraiment le Bond de Casino Royale. C'est tous les codes qui faisaient de son style, quoi. Mais en même temps, il est tué littéralement avant le générique du film. Parce que voilà, hein, il se fait tirer dessus, je vous passe les détails, il chute d'un pont qui est immense. Clairement, c'est impossible de survivre à cette chute. Et c'était, je pense, clairement voulu par Mendes. Parce qu'après la chute, on retrouve plus vraiment le James Bond de Casino Royale, on va un peu au-delà, on dépasse même celui de Quantum of Solace, pour aller vers un James Bond plus mûr, et qui de facto doit faire un peu la paix avec son passé, mais je vais revenir là-dessus après. Et donc, il meurt et ressuscite, en quelque sorte sans bruit. Mais il revient avec une élégance nouvelle, donc pour sauver le monde, en quelque sorte, et le MI6. Et c'est déjà, dès le début, extrêmement intelligent. C'est le symbole d'un Bond qui assume son passé, mais qui recommence en quelque sorte. C'est vraiment très malin comme point de vue, et c'est joué émotionnellement par le regard de sa coéquipière, et notamment de M dans l'introduction. C'est très très bien vu, et ça se développe pendant tout le film. Et c'est raconté par tout le film, donc... Et c'est un bon exemple pour montrer la qualité supérieure d'écriture de ce James Bond-là, en rapport à Quantum of Solace évidemment, mais aussi à Casino Royale, qui avait une écriture, je trouve, de très grande qualité, mais qui relançait la série. Et il fallait à un moment donné, après Quantum of Solace, qui était un peu une bulle en milieu des deux, qui développait pas tant le scénario que ça finalement, vu qu'il était plus un prolongement d'une certaine forme de conclusion de la conclusion de Casino Royale, il fallait quelque part redémarrer, mais en même temps aussi développer ce qui avait été mis en place dans Casino Royale, et Mendes et John Logan ont fait un travail à cet endroit-là de grande qualité. Il y a un constant travail dans le film entre le passé de Bond, notamment par l'iconographie du cinéma, le fameux pistolet le PP7, je crois que je ne dis pas de bêtises, ou je sais plus, PPK, je sais plus du tout, sa voiture, c'est l'Aston Martin je pense, je suis pas certain, le smoking, il se rase la barbe, donc on trouve vraiment le James Bond sans un poil, là qu'on a dans les autres films, la tenue de soirée, etc., etc. Donc tous ces éléments du passé qui sont croisés avec une modernité, le méchant est un informaticien actuel, le gouvernement ne veut plus d'espionnage à l'ancienne, c'est dit clairement dans le film, on dit que Bond est trop vieux, qu'il est dépassé pour le service actif, donc il y a vraiment tout un discours comme ça, entre guillemets, contre le Bond à l'ancienne, que le film va, mine de rien, retrouver. Je fais tout de suite une parenthèse, parce que ça c'est un petit peu gros, je trouve, ce truc de dire que Bond est plus bon pour le service actif. Ils auraient pu dire parce qu'il est plus physiquement apte, ce qu'on voit dans le film, mais ils disent pas ça, ils disent plutôt que c'est qu'il a vieilli, alors qu'en fait je trouve ça un peu zarbi, puisque dans Casino Royale et Quantum of Solace, il est plus sous-entendu qu'il est vieux, qu'il est jeune, qu'il est même assez jeune dans le service, donc bon, je ferme la parenthèse, mais ça m'est paru un peu tiré par les cheveux quand j'avais vu le film, en tout cas, c'est ma sensation, dites-moi ce que vous en pensez éventuellement. Et donc là, d'un seul coup, dans ce film-là, ils disent, voilà, il est vieux, il peut plus aller au service actif, bon.
Moi, je pense simplement qu'il est hors de forme et que ça se voit et que c'est assez flagrant, aussi bien physiquement que psychologiquement, mais pour le bien du film, évidemment, il retourne sur le terrain, et en même temps, ça fait partie du discours du film qui est très intelligent, de ce nouveau monde qui veut complètement faire fi du passé, sans l'assumer, surtout. C'est surtout ça, un des discours très intéressants de Skyfall, et James Bond est exactement à l'endroit de ça, en termes de cinéma aussi. C'est-à-dire que le Casino Royale avait rejeté quasiment les anciennes formes de James Bond en disant c'est de la merde, on va passer à du Jason Bourne-like, entre guillemets, caméra à l'épaule, action beaucoup plus nerveuse, agressivité, ainsi de suite, du personnage principal qui devient beaucoup plus brut. Et là, on a un film vraiment très intelligent, hein. Là, le travail de John Logan à l'écriture est excellent. On retrouve vraiment un film plus mature et qui dit non, il y avait des choses très très bonnes dans les anciennes James Bond, il suffit juste de les retrouver, parce qu'on les avait perdues à un moment donné. Et le discours du film tourne autour de ça et devient très intelligent, je trouve, plus le film avance. Et là, la mise en scène de Mendes, bon, elle est un peu difficile à expliquer pour moi, parce que je trouve que c'est un mec très efficace, mais je comprends pas forcément tout, je pense. Alors je vais essayer, mais je vais peut-être dire des bêtises, vous me donnerez votre avis. Je la trouve élégante et percutante à la fois. La relation entre Bond et sa coéquipière fait de dialogue et de jeu fonctionne ainsi vraiment très bien. Naomi Harris, qui joue le rôle donc, de sa coéquipière, est parfaite dans ce rôle où elle a des rapports ambigus avec James Bond. C'est vraiment impeccable, de tensions séductives, voire sexuelles, mais visiblement platoniques. Le film ne franchissant pas la limite, ce qui fait que ça fonctionne très bien. Leur jeu d'attractivité, pour le coup, et va franchir un degré par rapport à ce qu'on avait vu dans les James Bond précédents, je trouve. De même, d'ailleurs, pour la relation qu'il a avec la femme du méchant, Séverine, superbement interprétée par Bérénice Marloé, actrice française que je ne connaissais pas, hein, moi, mais qui ici brille, vraiment, je trouve, dans sa finesse de jeu. Dans le rapport qu'elle a avec Daniel Craig, ça marche très très bien, ils ont des échanges de regards, des nuances dans leurs émotions. Bah, ça fonctionne superbement. Le moment où, par exemple, Bond brise le miroir et révèle ce qu'elle est, sa vraie histoire, elle a vraiment une crispation dans le visage, mêlée d'une certaine forme de désir de le cacher, qui fonctionne très très bien. Ça, c'est un niveau de jeu, je trouve, qui est à souligner et à célébrer. Je caricature, mais je trouve que c'est vraiment très très bon. Ça m'étonne qu'on n'ait pas beaucoup parlé de cette actrice, parce qu'elle est vraiment très très bien dans le film, même si son rôle reste relativement secondaire. Et j'ai vu après dans sa filmographie qu'elle n'a pas refait de films de cinéma ou pas de gros films comme ça. Ça me surprend, elle était vraiment très très bien dans ce rôle. C'est une des Bond girls françaises qu'on doit retenir, je trouve, pour le coup, pour sa performance. Enfin bref. Et en plus, il y a aussi là une continuation intéressante de l'évolution de Bond. Il séduit Séverine en la démasquant, ce qui avait raté à l'inverse, hein, dans Casino Royale. Il avait essayé de démasquer Vesper et il s'était complètement planté. Et il couche avec Séverine, qui s'est visiblement éprise de lui. Je tiens tout de suite à dire, entre parenthèses, que je trouve que ça fonctionne. C'est un des rares James Bond où il séduit quelqu'un et je trouve qu'on y croit, pour le coup. On comprend pourquoi elle est séduite et charmée vraiment par lui, même si elle est intelligente et qu'elle a quand même peur des conséquences de ce qu'ils vont faire. À juste titre d'ailleurs, ça fonctionne vraiment très bien. Donc il couche avec Séverine, et puis elle est battue, puis tuée, pour cela, par le méchant, Silva. Donc encore une fois, Bond séduit et cause la mort, ce qui est un des thèmes récurrents de cette nouvelle série de James Bond, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Ça montre la gravité de la transgression qui fait franchir souvent à ces femmes, en leur faisant prendre des risques de manière un peu perverse. C'est-à-dire, il les séduit, elles le suivent parce qu'elles sont séduites, et il les prévient pas plus que ça du danger ou de la gravité de ce à quoi elles vont être confrontées. Il travaille pas là-dessus, il le dit pas. Il y a quelque chose de moche, là, dans ce que fait James Bond. Il se sait séduisant, il l'utilise pour obtenir ce qu'il veut, et il fait fi à chaque fois du danger qu'elle prenne. Et à chaque fois, ça cause la mort d'une femme, donc, dans chacun des films qu'il a séduit avant. Aussi bien sa collègue dans Quantum of Solace que la femme du grec, je crois, dans Casino Royale. Et là, c'est encore le cas. Donc encore une fois, Bond séduit et cause la mort. Mes petits bémols sur ce film, parce que la scène de mort de Séverine, elle est un peu... Bon, elle est bizarre. Alors j'avais dit que j'allais spoiler, là je vais spoiler salement, désolé. Donc vous vous souvenez de la séquence, Silva propose un duel au pistolet à Bond, puisqu'il a vu son bilan avant de retourner sur le service actif, et il a vu qu'il était à la masse, et donc il décide un peu de l'humilier, de lui montrer qu'il est meilleur que lui.
Parce qu'il a vite compris que s'il est à la masse dans son bilan, mais que M l'a renvoyé sur le terrain, bah il fait au moins partie de ses chouchous, voire c'est peut-être le préféré de M, ce que clairement Silva était avant, mais je reviendrai là-dessus, sur comment on comprend ça de manière très simple et de manière très 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 efficace dans la mise en scène dans le film, que Silva était avant le chouchou de M, avant Bond. Et donc il lui propose ce duel au pistolet pour lui montrer qu'il est meilleur. Et donc Bond vise mal, rate évidemment le verre qui est posé sur la tête de Séverine. Silva tue Séverine. Donc ok, donc ça veut dire que James il est un peu à la masse, il est rouillé quoi. Mais juste après, vraiment juste après, hein, Bond neutralise tout le monde, mais tout le monde, il y a 5 mecs, genre il chope le bras droit de Silva, il lui met une grosse, enfin il lui met une tatane, il le tatane, il flingue les autres en position courbée à l'envers et tout, machin truc. Donc, enfin, si, vous m'arrêtez si je suis à la masse, mais s'il pouvait flinguer tout le monde comme ça, bah, pourquoi il l'a pas fait avant? Genre peut-être pour sauver Séverine, enfin je sais pas. Et ça, pour moi, ça reste un mystère. Je ne comprends pas dans la mise en scène ce choix. Elle aurait pu tout à fait être sauvée, et puis voilà, le MI6 s'occupe d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas là, je pense, de transgression énorme du scénario. Mais non, elle se fait tuer. Visiblement, c'était un des codes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont respecté les codes de manière un peu absurde. Puisque là, visiblement, il était en capacité de la sauver, et il la sauve juste pas. Enfin voilà, je reste un peu circonspect sur cette séquence. Je trouve ça encore une fois cohérent dans les différents films, mais ici c'est maladroit, parce que Bond pouvait la sauver visiblement, et il le fait pas. C'est un peu froid tout de même, hein, et déplacé pour ce Bond qui devenait quelque part plus humain dans ce film-là. Enfin c'est une petite fausse note, je trouve ça assez incohérent. Un autre point très fort de la mise en scène, c'est le personnage de Silva, interprété par Javier Bardem, qui est encore une fois dingue, comme souvent, qui est formidable. Hein. Javier Bardem, No Country for Old Men, et puis bon, voilà. Tant d'autres films où il est excellent. Je n'ai pas encore vu Escobar, mais je vais le voir, hein, parce que il a l'air de faire une performance de fou là-dedans. Et je voudrais pointer notamment la séquence, évidemment, où Silva arrive dans l'histoire. C'est après à peu près 1 heure de film, si je dis pas de bêtises, 45 minutes, 1 heure. Et il arrive dans un plan séquence où il marche vers nous, vers le spectateur, tout en racontant une histoire, l'histoire de comment, à l'époque où il a grandi sur une île, on se faisait pour se débarrasser des rats, qui est une histoire bien glauque, où grosso modo, on provoque... on met tous les rats dans un sac, on attend qu'ils meurent de faim et qu'ils s'entretuent, et on laisse les derniers partir parce qu'à la fin, ils ont plus envie de manger de noix de coco ou ce qui appartient aux humains, ils ont goûté au sang et veulent manger plus que du sang. Et donc voilà, il fait une métaphore des 2 derniers rats, Silva et Bond, donc qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Est-ce qu'ils vont s'entretuer comme c'était prévu? Et c'est une histoire intéressante parce qu'elle pointe avec, de manière très subtile, le fait que l'espionnage à la manière de M est un espionnage très immoral et qui pousse à l'autodestruction. Donc le fait que Bond soit au début du film dégoûté d'être un agent, enfin dégoûté du service et qu'on le voit faire un jeu notamment avec un scorpion sur la main, il boit un verre, prendre des risques inconsidérés, être complètement dans une forme d'autodestruction absurde, elle vient de là, elle vient du fait que quand on fait goûter à des gens un tel niveau d'adrénaline et d'importance des choses, ils y retournent. Je dis pas que ça fait de James Bond des films vraisemblable ou réaliste, mais dans les émotions je peux comprendre ça, et je trouve que c'est bien projeté dans le film. On sent à un moment donné que Silva, à sa manière, a refusé en quelque sorte de continuer ce jeu, et c'est très bien expliqué après dans le film d'ailleurs. Je reviendrai sur cette séquence après, qui est vraiment peut-être une des meilleures séquences de tous les James Bond confondus, je pense. À la manière de la séduction entre Vesper et Bond dans Casino Royale, le fameux moment où Silva raconte son incarcération et comment la relation avec M s'est finie, c'est génial, c'est quand génial, mais j'en reviendrai là-dessus après. Donc cette histoire de rat qui, mine de rien, est assez anecdotique et amenée de manière comme ça, très fort dans ce plan séquence, mais qu'on peut vite oublier parce qu'elle est un peu longue, elle est un peu compliquée, je trouve, pour ce qu'elle raconte. Elle pointe avec vraiment une justesse l'enjeu du film, mais pas seulement, aussi, quelque part, un des enjeux de l'espionnage, d'un espionnage de ce type, et c'est le thème du film, de discuter de remettre en cause un peu l'espionnage à l'ancienne, l'espionnage à la James Bond, avec des gens sur le terrain, et de la prise d'informations très risquée, avec les couvertures qui peuvent sans arrêt être, éventées, ce genre de choses.
et toutes les complications diplomatiques que ça peut créer, enfin voilà quoi, entre les différents pays qui s'espionnent les uns les autres, ça c'est connu, c'est toujours le cas aujourd'hui, encore plus aujourd'hui j'imagine. Donc voilà, et donc il pointe le fait qu'à un moment donné, on crée enfin lui il prend la métaphore des rats, mais on crée des monstres, on crée des gens qui ont le potentiel de détruire beaucoup plus et qui sont habitués à ça, qui sont habitués à cette adrénaline-là, quelque part. C'est des gens qui sont inadaptés à la paix, d'une certaine manière aussi. Donc c'est intéressant de penser qu'on forme ces gens-là, que M forme ces gens-là pour préserver une forme de paix, qui en même temps construit déjà avec ses propres agents pour conserver la paix de futurs agents de destruction. Ça c'est bien vu, je trouve que c'est très bien abordé dans le film globalement. Peut-être de manière un peu possible avec l'idée du procès à la fin qui est un peu lourdingue, qui je pense n'est pas amené de manière très subtile, notamment parce que les gens qui critiquent ça, c'est un peu là où le film utilise une petite carte facile, c'est qu'on a le fameux procès de M à la fin où on lui reproche le fameux système de l'espionnage à l'ancienne, où on est dans les ombres, ils reviennent souvent avec cette métaphore dans l'ombre, tout ça, à l'ère de l'information et des drones et ainsi de suite. Et en fait, c'est la politicienne qui s'en prend à M est un peu caricaturale, elle est pas très intéressante. Je dis pas qu'elle est pas vraisemblable, je dis juste que c'est pour le thème du film, ça va pas très loin. Ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un de subtil en face, qui avait de vrais arguments à pointer envers M, parce que là en l'occurrence ça a juste renforcé M dans son personnage dans le film, et comme en plus, il lui arrive ce qui lui arrive à la fin, c'est un peu bon, voilà quoi. Je spoil, elle se fait buter, et donc c'est pas, je trouve, ça aurait été intéressant de l'amener plus dans ses limites morales à cet endroit-là, ou dans la complexité de son travail à cet endroit-là, mais bon, peu importe. Tant pis. C'est pas un gros handicap du film, mais c'est un petit moins qui fait que voilà, tu sens que le thème à un moment donné, ils l'ont pas complètement traité, quoi. Je vais faire mon cake en disant que c'est certainement à cause de Purvis et Wade. Les scénaristes que j'arrête pas de charger pour rien, alors que je les connais très peu et que j'ai juste analysé leur filmographie, rien d'autre, bref. Je sais pas pour qui je me prends. Tout ça pour dire, ce fameux plan séquence où Silva avance vers la caméra fonctionne par une triple tension. Donc on a d'abord la durée du plan qui est sans coupe, c'est un plan séquence, on le voit arriver dans le plan, puis avancer vers Bond tranquillement en racontant son histoire, par cette histoire horrible qui est racontée avec délice par le méchant, qui est clairement fou d'emblée mais terrifiant aussi, je trouve que ça marche tout de suite. Il fait pas peur, on n'est pas submergé par la peur, mais quand même on se dit waouh, ce mec il est bien perché, ça peut aller dans n'importe quelle direction. Finalement ça va pas si loin que ça, c'est peut-être aussi un autre défaut du film, mais je trouve que le discours, ils sont pas allés trop loin pour pas péter le discours du film, ni péter la cohérence du personnage, et ça pour moi c'était ce qui fait que Skyfall fonctionne vraiment mieux que beaucoup d'autres James Bond. Et puis il y a aussi la troisième tension, c'est le visage de Silva, puisque comme il approche doucement vers la caméra, on finit par le voir de très près, je crois que ça finit quasiment sur un plan serré épaule, si je dis pas de bêtises, donc on voit clairement son visage. Et c'est assez fascinant parce que c'est une caricature de James Bond. C'est un blond, avec le visage de Javier Bardem, donc ils ont joué sur ce côté cheveux soyeux, en fait, faux cheveux blonds, clairement, mais trop apprêté, costume à la James Bond, mais trop, comment dire, trop faussement détendu, je crois qu'il est habillé en blanc, avec une chemise à couleur, il y a quelque chose comme ça de très clownesque presque, mais pas tout à fait, ils ont trouvé la bonne limite. En plus, il est extrêmement intelligent, tout de suite on comprend qu'il est pervers, puisque clairement il caresse Bond à un moment donné en sous-entendant des choses envers lui, il est sadique, on le comprend tout de suite, dans sa manière de raconter cette histoire de rats qui s'entre-dévorent. Et donc, il y a tout le jeu là bien sûr de Javier Bardem qui joue, mais la mise en scène aussi est excellente, parce qu'elle permet de découvrir quelque chose d'horrible qui ressemble à James Bond. Et il laisse ce plan arriver pour qu'on ait le temps de réaliser qu'il s'agit vraiment d'une caricature, d'un miroir déformé de James Bond. C'est vraiment une des excellentes idées de mise en scène du film, qui est logique, c'est le méchant du film, il faut qu'il arrive avec une certaine grandeur. C'est-à-dire un truc qui sera beaucoup moins bien utilisé dans Skyfall, mais je reviendrai là, dans Spectre, mais je reviendrai là-dessus après. Spectre est un film qui a plein de soucis pour moi, mais je reviendrai vraiment dans ma review là-dessus en détail. Et donc, on a là tout de suite un certain génie de mise en scène, je trouve, parce que c'est vraiment un très beau plan. On a tout de suite, dans le décor, on a tous ces ordinateurs comme ça en friche, donc on voit clairement Silva arriver du passé et revenir vers le présent, comme un monstre sorti du placard de M, en quelque sorte. Et toute la séquence ensuite fonctionne à l'avenant, parce que tout simplement et le film fonctionne à l'avenant, puisqu'on sait à ce moment-là qu'on va être face à un ennemi intelligent qui va d'une manière ou d'une autre tromper Bond, qui sur certains points est meilleur que Bond, et ça va être le cas. On va y être confronté.
Excellent plan séquence, parmi d'autres. Hein. Je pourrais aussi parler de l'élégance de la mise en scène par le fameux combat de James Bond plus tôt dans le film contre l'assassin qu'il a pas réussi à attraper au début du film et qu'il retrouve, je crois, à Hong Kong, je crois ou à Shanghai, je sais plus. Et ils se battent à un moment donné dans un plan séquence aussi qui est très beau, qui finit par Bond tenant le méchant au-dessus du vide par la main sur des écrans lumineux bleus. Donc le combat se passe en ombre chinoise. Excellente utilisation d'une chorégraphie physique et nerveuse, mais dans un plan séquence qui ne surdécoupe pas, ce qui fait que c'est vraiment les acteurs qui y vont à fond, à part un ou deux coups peut-être, je m'en souviens pas bien là a priori, qui est un petit peu mou. On a vraiment comment dire, une chorégraphie, je trouve, crédible, vraisemblable, mais surtout émotionnelle, et qui joue complètement la tension de leur combat par rapport au fait qu'ils sont à côté du vide, et que le plan séquence rajoute une tension dans le fait de ne pas savoir quand ça va s'arrêter, et que ça va forcément s'arrêter sur quelque chose de dramatique, on le sent. C'est vraiment, encore une fois là, un excellent plan séquence, une excellente idée, parce qu'elle permet de découvrir aussi le personnage de Séverine de manière vertigineuse, proprement parlé, puisque le méchant finit par tomber dans le vide. Et on a tout de suite une importance posée par ce point-là, puisque c'est le moment où James Bond retrouve la piste de Silva et qui va clairement y être confronté. Le film fait une sorte de foreshadowing de ça en donnant de l'importance à ce combat, en ne faisant pas un surdécoupage lambda ou parce que c'est surdécoupé, un peu comme a fait Mark Forster sur Quantum of Solace. Encore une fois, dans Quantum of Solace, il avait un très mauvais codex, ça se trouve il aurait fait beaucoup mieux s'il avait eu le temps et un script déjà fait. Quoi qu'il en soit, c'était pas fait dans Quantum of Solace, c'est moins bien assumé. Dans Casino Royale, c'était très bon, j'ai déjà expliqué pourquoi dans ma review, je vous y renvoie. Mais grosso modo, là, il y a le choix de mettre ce combat-là en plan séquence joue énormément dans la qualité de ce qui suit. Mais énormément. Si on doit contrebalancer avec une chose que je trouve moins intéressante, c'est le fameux moment où James Bond a pris contact avec Séverine et qu'il est supposé la rejoindre au bateau, que ses gardes du corps lui tombent dessus, ils se battent, ils finissent par tomber dans une sorte de serre où il y a des dragons de Komodo. Je vais pas trouver la séquence très intéressante globalement, j'aurais préféré qu'il s'enfuit de manière un peu plus rapide, parce que bon voilà, ça met une scène de combat, mais je trouve que clairement c'est un peu anecdotique, et ça fait un peu James Bond, oui il faut qu'il y ait une scène de combat quand il part de quelque part, bon voilà. Pas très intéressante comme séquence je trouve, à comparer à ce qu'on a vu dans la séquence d'introduction et dans cette fameuse scène de combat au-dessus du vide, ou proche du vide plutôt. Donc voilà, il y a cette séquence-là. Je pourrais aussi parler du générique, hein, avec la musique d'Adèle. Alors on n'aime pas Adèle, mais le générique, je trouve que c'est un des génériques les plus beaux qui a été fait dans James Bond. Il est simple, dans le sens où il n'y a pas de la sursymbolisation pour faire semblant d'avoir un propos complexe et profond. Non, le film montre les différents éléments qui vont perturber l'histoire. La mort de James Bond, où on le voit littéralement tomber dans le nez de la mort. Le travail de renaissance, en quelque sorte, hein, James Bond le dit, hein, son truc, c'est la résurrection, c'est ce gros, entre guillemets, trait de dire que James Bond, il survit à ses acteurs, il survit au temps, il survit aux évolutions du cinéma, c'est un personnage qui s'est renouvelé constamment, à ce niveau-là, c'est probablement le seul personnage à s'être renouvelé autant au cinéma, je pense, hein, à vue nez, au moins dans le cinéma populaire, il me semble, au niveau international. Quoi qu'il en soit, le générique renvoie à tout ça, et renvoie très bien à l'histoire et à ce retour vers l'enfance et vers enfin le passé de James Bond, parce que oui, dans ce James Bond, on apprend enfin comment James Bond a grandi, d'où il vient, donc qu'il a été orphelin, que ses parents sont morts jeunes, et qu'il a donc vécu dans une sorte de pension qui appartenait à ses parents, éduqué par un garde-chasse et d'autres personnes comme ça, et que visiblement, il a très mal vécu de grandir là. Ce qui m'amène à vous parler un peu du combat de fin, aussi un choix très très fort qui se passe dans la vieille maison de Bond. Parce que juste là, jusqu'au moment où le plan de Silva se déroule comme prévu, on est dans un film d'action, j'ai envie de dire, plus lambda, avec l'évidence, on le sent très très vite, que Silva va les avoir, et que son plan va se dérouler comme il le voulait au départ. Et il y a cette intelligence dans la mise en scène de faire clairement de James Bond un trublion là-dedans qui prend la bonne décision en se disant, une décision risquée mais la bonne, en disant on va arrêter de suivre le protocole parce que Silva connaît le protocole, il connaît notre boîte, il était chez nous avant, il faut qu'on fasse quelque chose qu'il ne s'attend pas et qu'on l'amène sur un autre terrain. Et cet autre terrain, c'est la maison d'enfance de James Bond, ce qui est aussi symboliquement une excellente idée.
Parce que juste avant, on avait cette scène d'action où donc Silva arrive à berner le MI6, à s'évader et à tenter donc d'assassiner M durant son jugement. Séquence très bien foutue, avec une vraie montée en tension, notamment parce qu'elle est lancée de manière superbe par la révélation de Silva. Mais là, je parlais plus de rythme d'action, donc je reviendrai là-dessus sur la révélation de Silva. Le fait est que, dans cette séquence d'action, très bien menée, tambour battant, et qui est bien lancée par le reste du film, on est quand même face à une mise en scène assez simpliste, entre guillemets, lambda. On suit James Bond qui est confronté à différentes péripéties, pas forcément passionnantes. À un moment donné, il est bloqué, il doit ouvrir une porte, puis il y a un petit jeu de comédie entre lui et Q, qui lui dit non, mais vous arrivez pas à ouvrir une porte, mais en fait la porte est super dure à ouvrir, et puis on va James Bond galérer dessus. Bref, des choses que je trouve pas forcément, des séquences que je trouve pas forcément indispensables, que je comprends dans l'identité de la série et dans la nécessité d'introduire de mieux en mieux Q de film en film. Mais là, en l'occurrence, puisqu'il arrive dans ce film-là, je sais pas. Je trouve pas qu'on en avait spécialement besoin de ce genre de péripéties. C'était beaucoup plus intéressant de se rester concentré sur le fait qu'ils doivent retrouver Silva et qu'il a besoin de l'aide de Q. Scène pour le coup très intéressante où Q regarde les différents écrans, essaie de retrouver le visage de Silva. Et il y a James Bond sur le terrain qui est au milieu de la foule dans le métro qui essaie de le voir. C'est bien foutu comme séquence, ça marche vraiment bien ça. Ensuite, pour la fusillade, on va dire en proprement parler au tribunal, rien de vraiment intéressant, c'est bien fait, c'est efficace. Mais je trouve que c'est un peu une séquence James Bond, voire même un peu Jason Bond pour le coup, avec la recherche dans la foule, avec la personne dans l'oreillette qui vous dit où il est. Là, c'était un peu plus frontal comme parenté. Si vous avez jamais vu les Jason Bond, je vous conseille de regarder ne serait-ce que le deuxième de Bond Supremacy. Je crois que c'est La Vengeance dans la peau en français, qui est excellent, qui est juste excellent, et qui a 2 séquences, je crois, si je dis plus de bêtises, il y a notamment la séquence à Berlin, où on essaie de bloquer Jason Bourne avec toutes les caméras, tous les systèmes, et on voit plein de gens se parler, et essayer de le trouver, de l'identifier. Ça marche vraiment, vraiment très bien. Mais je reviendrai sur ces films de toute façon dans une critique plus élaborée, puisque je m'étais permis de faire une petite review sur Jason Bourne, le dernier Jason Bourne, en disant que ça n'allait pas du tout. Je vous renvoie à ma review si ça vous intéresse de connaître mon avis là-dessus. Mais ça reste une trilogie pour moi de très très bonne qualité, les Jason Bourne 1, 2, 3. J'y reviendrai à l'occasion. En l'occurrence, là on sent plus la parenté, mais ça reste une séquence, on va dire, qu'on attend dans un James Bond. Et l'intelligence de Mendes, c'est d'avoir réussi à imposer la dernière séquence du film, je trouve quelque chose d'assez étonnant, donc un James Bond qui est confronté à une sorte de règlement de compte un peu westernien, puisqu'il est bloqué dans une maison, comme ça, dans sa maison d'enfance, dans les Landes. Je dis n'importe quoi, j'allais dire les Highlands, mais je pense pas que ça se passe en Écosse. Bref, dans la lande anglaise, et il est vraiment en train d'attendre son adversaire qui arrive avec plusieurs mondes, et puis voilà, ils doivent monter un plan avec M et puis son garde-chasse, et voilà, essayer de survivre à l'assaut. Et je trouve que c'est non seulement original dans un James Bond, assez inattendu, mais la mise en scène joue aussi de façon très nerveuse de ça, ce qui fait que ça fonctionne bien, mais ça donne une identité très très forte à ce James Bond, cette dernière séquence. C'est une séquence étrange et inattendue dans un James Bond. En général, on a plutôt droit à ce qu'on a vu dans Quantum of Solace, explosion d'un lieu, ce genre de choses. Et Casino Royale avait eu aussi l'intelligence de créer quelque chose de complètement différent pour sa fin, ce qui était une très très bonne idée, même si, comme je l'avais déjà dit dans ma critique, le fait que l'immeuble s'effondre dans l'eau, de Venise s'effondre dans l'eau. C'était peut-être une idée spectaculaire sur le papier, dans la réalisation au final ça donnait quelque chose d'assez inintéressant, de beaucoup moins intéressant en tout cas que la conclusion du personnage du chiffre, ou même que la vraie conclusion du film ensuite. Quoi qu'il en soit, on se retrouve avec une vraie séquence originale après, et ça c'est aussi une des forces de la mise en scène de Sam Mendes qui rompt complètement entre cette séquence juste après le combat au tribunal, la fusillade au tribunal et avant le combat final dans la maison d'enfance de James Bond, par évidemment la musique de James Bond originale et la Aston Martin. C'est clairement une manière de dire il y a des choses élégantes, il y a des choses dans le passé qu'on peut assumer et qu'on va assumer jusqu'au bout. Et d'ailleurs le film fait un superbe contresens à la fin, puisqu'il dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il fait exploser la maison d'enfance de James Bond, ce qui est une manière de dire voilà, on assume le passé, on l'aime, mais on va pas s'empêcher de le dynamiter si on en a besoin, on va pas s'empêcher de se détacher, de le faire exploser, mais on va l'assumer. Ça me plaît beaucoup, cette manière très frontale et très mise en scène de dire à un moment donné, c'est bon, on arrête de jouer les schizophrènes, on assume le passé de James Bond, mais on essaie d'aller plus loin, toujours plus loin. Je reviendrai sur ce point-là dans Spectre, parce que je trouve qu'au contraire, ils ont rétro-pédalé, mais de manière assez spectaculaire. J'y reviendrai, certainement, dans ma review sur Spectre. Donc, il y a une excellente
gradation des éléments dans Casino Royale. On a d'abord cette scène d'introduction très réussie, l'excellent générique avec la musique d'Adèle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui, à mon sens, est très marquante dans l'identité du film, plus que les musiques des films précédents et du film suivant, en l'occurrence. Donc on a 2 pics comme ça d'originalité, dans le bon sens du terme. Un pic d'originalité, l'introduction, le fait que James Bond, entre guillemets, meurt. Évidemment, on sait qu'il n'est pas mort, mais c'est bien vu. De jouer complètement sur cette symbolique dans le générique, et donc de faire un des meilleurs génériques de James Bond, même si c'est attendu, ça reste de très haute qualité, même si c'est attendu, donc c'est pas original, je me contredis un peu, le générique, mais ça fonctionne parce que c'est un générique de très haute qualité, qui finit sur le regard bleu, comme ça, d'un James Bond blond, donc voilà, c'est encore plus assumé jusqu'au bout. James Bond est blond, en fait, il faut vous y faire. Ensuite, on enchaîne avec une histoire assez bondienne. Voilà, il va rencontrer... il va chercher des infos, il tue un gars, il obtient une info cruciale, c'est quand même beau, hein, la vie d'espion. Dans une excellente séquence où la mise en scène apporte toute l'importance de la découverte de James Bond. On a la séquence entre guillemets, de séduction avec Séverine, très élégante, très réussie, avec une excellente interprétation des acteurs. Donc là, on est toujours dans du high level. Petite scène de combat, heureusement pas trop longue, mais pas très intéressante, donc on passe à autre chose, mais c'est un peu le cahier des charges des James Bond qui revient à la charge. Et puis on a la fameuse rencontre avec Silva, qui monte tout de suite d'un degré, qui fait tout de suite monter le film dans une tension nouvelle, mais excellente, puisque Silva est un méchant charismatique. Et on a ensuite la révélation de Silva, puisqu'il vient d'être enfermé, et je vais parler de cette séquence après, parce que là, je suis en train de faire la gradation du film, et ça monte toujours en intensité, là, vous êtes d'accord avec moi, qu'on est toujours en train de monter. Le moment où ils se rendent compte que Silva les a bernés, moment un peu téléphoné, mais on se rend compte, mais comme l'action est originale, pas originale, mais plutôt bien utilisée, et les références à Jason Bourne sont bien assumées, bah ça marche bien, la fusillade au tribunal est plutôt bien mise en scène, donc il n'y a pas de souci, c'est pas génial, honnêtement c'est même un petit peu en dessous, mais on va dire qu'on est toujours très haut, et on va, à ce moment-là, au lieu d'aller vers une scène, on va dire, un peu en auto-guidage vers je vais dans la maison du méchant et je vais faire tout péter et je vais la voir, revenir donc à une formule de James Bond qui est complètement maintenant surannée, et je pense qu'il ne fonctionne plus du tout, malheureusement qui revient au galop dans Spectre, donc j'en reparlerai. On se retrouve avec une scène complètement originale où on va chez James Bond, quelque chose d'originel, une séquence de personnes de James Bond qui est assiégée, enfin voilà, quelque chose de complètement nouveau. Et on conclut vraiment là-dessus, on l'assume jusqu'au bout, ce qui donne un côté viscéral à la fin du film qui fonctionne très très bien. Et c'est très original, on finit sur un pic d'originalité. Peut-être pas aussi intense que le reste du film, hein, je pense, honnêtement, puisqu'on se doute qui va gagner, il y a des choses comme ça qui sont évidentes. Mais comment il gagne, c'est plutôt original, et surtout comment c'est mis en scène globalement, bah ça marche. Ils ont fait un choix d'écriture très fort, il retourne chez lui et il va attendre l'ennemi pour se battre, il repart de ses racines pour rebondir, renaître, et il renaît complètement à la fin avec ce fameux coup du au lieu de tuer, on l'attend gros comme une maison, de le voir surgir derrière dans l'embrasure de porte et faire son fameux geste de tir au pistolet, et il lance un couteau. Ce qui est clairement une manière de dire, on va pas se gêner et on va aller jusqu'au bout du truc, de faire un peu de nouveaux codes. En plus, c'était le couteau, ça a quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, physique, et il y avait clairement entre Silva et Bond, et c'est Silva qui l'assume le mieux d'ailleurs, un désir de plaire plus quelque part à M, qui est assez étrange, hein, mais qui est plutôt bien amené dans le film, je trouve, de manière très subtile, hein, notamment dans le rapport de James Bond avec Silva, où il y a jamais réellement d'autre chose. James Bond le caricature en disant il est fou, et Silva fait la même chose en caricaturant James Bond en disant il est paumé, il est mauvais, je suis meilleur que lui. Donc en fait ils se caricaturent l'un l'autre, ce qui est clairement le combat de deux frères pour plaire plus à la mère. Il y a quelque chose comme ça. Où M évidemment ne tranche jamais vraiment, en quelque sorte. Donc voilà, vous voyez, il y a cette gradation intelligente entre des moments originaux, des moments qui sont un peu le cahier des charges mais qui sont bien maîtrisés, ou des moments simplement réutilisés d'autres séries, comme je disais, la fameuse poursuite dans le métro, qui est très bournienne, qui est très bien réutilisée, qui met beaucoup de tension dans la poursuite, alors que c'est simplement une poursuite, le gentil contre le méchant, hein, c'est très classique, c'est tellement répété de film en film, et là ça marche très bien. Et ben on a cette gradation, et on finit heureusement sur une séquence très originale de conclusion, bien maîtrisée, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir vu un James Bond, tout en ayant vu quelque chose de quand même bien différent, quoi. Je pense que Casino Royale a franchi un cap en allant beaucoup plus loin, notamment avec la mort du chiffre et tout ça. Mais il faut rendre à Skyfall cette maîtrise à un moment donné de global du rythme, parce qu'il y a vraiment ce gros défaut dans Casino Royale de la séquence de fin à Venise qui est...
en termes d'action beaucoup plus lambda, beaucoup moins maîtrisée, et qui, grosso modo, malgré la mort de Vesper, c'est ça qui est fou, franchit pas ce cap d'émotion qu'elle aurait dû franchir. Il y a vraiment quelque chose qui n'a pas fonctionné dans la gradation globale de cette, notamment dans la fin, je trouve, de Casino Royale. Et pourtant, je trouve Casino Royale excellent pour plein de raisons. C'est peut-être mon Bond préféré, mais il faut admettre qu'à cet endroit-là, Skyfall a mieux géré. Et là, on sent vraiment la maîtrise, la patte de Sam Mendes, qui est... Regardez ces films, hein, c'est maîtrisé de bout en bout. Je connais pas de film de Sam Mendes qui se dégonfle. Oh, remarque. C'est vrai que moi, Les Sentiers de la Perdition, perso, la dernière partie, je me suis dit, ouais, bon. J'étais un peu surpris que ça finisse comme ça ou que ça aille vers là. Mais comme c'était un hommage, clairement, c'est peut-être un film que j'ai pas compris ou j'ai pas les codes pour le comprendre. C'est pour ça que je disais que la mise en scène de Sam Mendes, elle me dépasse peut-être. Hein. Si vous connaissez bien Les Sentiers de la Perdition et que vous pouvez me détromper dans ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas, ça me permettre de faire une review dessus d'ailleurs et de revoir les choses de manière différente à l'occasion. Si ça vous intéresse, dites-le moi, il n'y a pas de souci, je ferai d'autres films de Sam Mendes, c'est sûr, mais Les Sentiers de la Perdition, j'étais pas parti pour le faire, donc si ça vous tente, vous me le dites. Il n'y a pas de souci. Et ça me permet du coup d'aborder la séquence que je trouve la plus géniale pour moi du film, c'est la fameuse révélation de Silva. Silva donc a été arrêté donc par James Bond, il est au sujet du MI6, gardé dans une prison en verre, évidemment, hein, puisque ça, cette prison est clairement une prison de cinéma, quoi. Elle est faite que pour lui. Pourquoi ils iraient garder un autre gars que Silva là-dedans? Et on sent vraiment la métaphore de l'animal en cage, de la bête en cage qui fonctionne très très bien, mais qui est aussi je trouve, j'ai aussi vu que ça comme un symbole un peu d'une sorte il est gardé comme une sorte de relique. Il y a quelque chose comme ça, de la relique sous verre comme on a dans les musées, avec un grand espace où il est bien au milieu. Et il y a quelque chose comme ça du passé de M. J'ai trouvé que ça, enfin moi c'est vraiment ça m'a parlé, notamment parce que on rentre dans cette pièce par une vitre qui est brouillée et qui se défloute de manière, je sais pas comment ça fonctionne, hein, d'ailleurs c'est technologie, qui se défloute pour qu'on voit au travers. Donc il y a vraiment quelque chose du retour vers la brume du passé. Je trouve, peut-être que je suis trop dans la poésie, mais je trouve que c'est ça qui fonctionne en termes émotionnels sur cette séquence. Et donc, M vient voir Silva, découvre, entre guillemets, que c'est lui, qui s'appelle, je sais plus, Thiago Rodriguez, qu'elle parle un peu de son passé à James Bond ensuite. Et elle essaye donc d'envoyer un peu bouler Silva, qui lui la provoque un peu, mais qui veut visiblement, émotionnellement, se retrouver face à elle, considérant qu'il l'a fait naître, et il raconte à ce moment-là, de manière superbe, dans l'interprétation et dans la mise en scène, ce qui lui est arrivé le jour où M donc l'a trahi et l'a laissé se faire torturer à mort par les services secrets chinois, si je dis pas de bêtises. Et donc il avale cette fameuse capsule de cyanure d'hydrogène, et ça ne le tue pas. Bon déjà, évidemment c'est très très James Bondien, je vous déconseille d'avaler une capsule de cyanure d'hydrogène, vous aurez pas seulement mal au ventre. Hein. Non, il n'y aura pas une moitié de votre gueule qui va fondre, ça c'est pas exactement ce qui va se passer. Donc tout ça pour dire, ce sera plus radical que ça à mon avis. Tout ça pour dire, c'est évidemment du cinéma, mais ça, ce qui me plaît beaucoup dans cette séquence, c'est qu'on voit James Bond qui a pris une balle et qui en a souffert. Mais là, vraiment, avec lui, on voit aussi, si James Bond avait subi un truc pareil, est-ce qu'il s'en serait remis? Est-ce que si on l'avait torturé, bon, il se fait gratter les coucougnettes dans Casino Royale, donc c'est pas très cool. Visiblement, il a pas de séquelles. Hein. Il est très 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 résistant, visiblement, le James Bond. Mais ça a pas l'air de l'avoir marqué émotionnellement plus que ça. Mais en l'occurrence, j'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir dire, lui, il a subi un truc que James Bond n'a pas subi. Il a avalé sa capsule de cyanure, donc il s'est fait trahir déjà par M de manière frontale, beaucoup plus frontale que ce qui arrive au début de Bond, hein, puisque c'est M qui donne l'ordre de tirer, sachant que James Bond est dans le champ de tir et qu'il risque de se prendre une balle, et c'est lui qui prend la balle. Là, vraiment, elle l'a trahi, elle l'a laissé se faire torturer à mort. L'idée, c'était vraiment de le laisser canner, quoi. Donc, c'est quand même beaucoup plus violent, et c'est à se demander ce que James aurait fait s'il avait été trahi à ce point-là par M, quand même. Et c'est très intéressant, je trouve, de mettre ça en parallèle, même si, évidemment, l'écriture est très bien faite, et que donc Silva avait déjà plus ou moins trahi les directives de M avant. Mais la réaction de M est excessive, clairement, elle dit, voilà, elle aurait pu le faire revenir et le mettre à pied, ou le suspendre, ou l'empêcher de refaire, non, elle l'a vendu au service secret chinois, parce que ça l'arrangeait, donc il y a quelque chose comme ça d'ambigu. C'est pas aussi évident qu'il a trahi, et on va la voir, il n'avait pas trahi tant que ça. C'était plutôt, je crois qu'il avait mis en place un système pour pouvoir bénéficier des services chinois. Et elle a estimé qu'il était allé trop loin.
Donc c'est très complexe, c'est quelque part une question de point de vue. Et donc elle a laissé se faire torturer, il a valu cette fameuse capsule, et donc on a cette très très belle séquence où il enlève une partie de son dentier, qui est carrément une partie de l'os de sa joue, hein, ça lui a troué la gueule. Il a cette tronche monstrueuse qui est juste géniale, qui fonctionne très très bien, effets spéciaux excellents. Hein. DC Comics, hein, si vous voulez voir des bons effets spéciaux, vous matez ce film-là. Puis vous essayez de vous en inspirer, hein, si un jour vous voulez remplacer la moustache de quelqu'un, bon, je ferme la parenthèse. Mais en l'occurrence, c'est une séquence marquante, c'est une des séquences les plus glauques, flippantes que j'ai vues dans un James Bond. Elle est marquante parce que Bardem la joue très très bien, parce que Judi Dench en face aussi a vraiment joue parfaitement ce truc elle est tout le temps froide et d'un seul coup elle est choquée par ce qu'elle voit. James aussi peut pas s'empêcher d'avoir un regard un peu marqué par la chose. Et cette séquence finit magnifiquement par un Silva qui remet cette partie dentier et qui rit à ce petit rire comme ça, démoniaque, mais en même temps tellement fou, tellement marqué par une folie meurtrière. Enfin, je trouve que ça se lit tout de suite, quoi, que le gars est vraiment au bout d'une folie, comment dire, sadique. Déjà, c'est déjà présent dans le rire, quoi. Ça, c'est vraiment splendide. Alors, on le sait déjà avant dans le film, mais je trouve que là, c'est marqué, c'est le moment où Silva devient absolument génial comme adversaire, et ce qui fait que dans la dernière partie du film, où il est un peu bête, voire même un peu transparent, j'ai envie de dire, dans les différentes séquences, bah, ça pose aucun problème, parce qu'il arrive à un pinacle avec cette séquence-là, et après, tout ce qu'il fait après en découle de manière complètement naturelle. Bref. Je pourrais parler encore de Skyfall, je pense, avec d'autres détails, mais je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait assez long cette fois-ci, et surtout, j'ai pas d'autres choses fondamentales à dire sur Skyfall. J'ai probablement oublié des choses, hein, mais en conclusion, vous avez compris, c'est un excellent James Bond, probablement un des meilleurs. Les gens qui me disent que c'est le meilleur, bah j'ai rien à dire, parce que Casino Royale a des défauts. Pour moi, c'est Casino Royale, mais j'entends, c'est une question de goût. Skyfall a des défauts, mais c'est quand même un excellent film. Au-delà même d'être un James Bond, c'est un excellent film. Petit chef-d'œuvre même, j'ai envie de dire, de cinéma d'espionnage. Oui, j'étais pas revenu là-dessus, mais le débat un dernier point sur lequel je vais m'appuyer parce que je trouve que ça fonctionne bien, c'est ce fameux débat qu'il y a dans le film qui est bien conclu entre guillemets dans le procès de M, où elle explique que bah voilà, on a des drones, on a de la nouvelle technologie, mais le combat de l'ombre s'arrêtera jamais entre guillemets, parce que l'espionnage c'est la base de la domination de plein de pays. Elle le dit pas comme ça, mais elle évoque le fait que si on veut éviter de se faire au moins attaquer, puisque là évidemment dans les James Bond, hein, le monde occidental c'est les gentils, hein, nous on se fait attaquer, on n'a rien provoqué du tout, hein, faut pas croire. Hein. Bref, c'est plus subtil que ça dans Skyfall, mais quand même, je trouve que c'est quand même... Il y a toujours ce sous-texte présent que l'Occident fait que des bonnes choses et qu'ils se prennent des attentats par leurs propres hommes, hein, qu'ils ont trahis. Enfin, voilà, c'est plus compliqué que ça à mon avis. Mais bon, bref, en tout cas, c'était le thème de ce James Bond-là, il était très bien traité. Et en l'occurrence, elle évoque le fait que voilà, c'est indispensable encore aujourd'hui, bien plus encore aujourd'hui, parce qu'avec l'information de ça, tout est devenu encore plus flou, les zones d'ombre sont devenues encore plus fortes, la meute de foin est devenue encore plus énorme, irrésolvable entre guillemets quoi. Et ça fonctionne très bien, le discours du film fonctionne très bien, et le fait que M meure à la fin, c'est logique parce qu'elle a clairement fait ce qu'il fallait pour à un moment donné permettre à un nouveau ancien de la remplacer. Donc j'avais oublié d'en parler, mais évidemment l'arrivée du personnage de Ralph Fiennes, comme on dit, dans le rôle de Gareth Mallory, qui arrive très bien et qui reprend le flambeau de manière superbe parce qu'il est élégant, parce qu'il a ce côté british qui fonctionne très bien. Et c'est clair que dans les prochains James Bond, il va être bon. C'est Ralph Fiennes tout simplement, quoi. Donc c'est un excellent choix. Judi Dench qui, pour coup, tire sa révérence de manière magistrale au personnage, puisqu'elle le joue jusqu'au bout parfaitement, même quand elle meurt. Il y a ce très beau rapport avec James Bond où elle admet quelque part que c'était son préféré, mais en même temps elle quitte jamais vraiment son rôle, et elle assume complètement tout ce qu'elle a pu faire et lui faire aussi. Bref, excellent James Bond à voir, hein. Si vous avez deux James Bond à voir, c'est Casino Royale et Skyfall, l'un après l'autre, il n'y a pas de souci. Je vous remercie pour votre écoute. On va finir prochainement le récapitulatif sur les James Bond. Vous connaissez la règle pour le reste. Twitter, Instagram, un mec qui parle trop. Vous pouvez aussi me trouver sous le nom de di.as.67
sur Instagram. Normalement, un mec qui parle trop, vous me trouvez, mais bon, ça peut aussi fonctionner comme ça. La page Facebook de Un mec qui parle trop. Évidemment, c'est vos commentaires, vos points de vue sur ces films qui m'intéressent énormément. Ça me nourrit, ça me donne beaucoup à réfléchir, et c'est ce que j'aime partager avec vous. J'espère que ces récapitulatifs vous plaît. On va bientôt le terminer avec Spectre, où je vais avoir un tout autre discours, je pense. Et je suis ouvert au débat, d'ailleurs, sur la question. Merci encore de votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de À voir. À bientôt les amis. Ciao, ciao.